Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de l'Algarve. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce contre-la-montre, habillage habituel du contre-la-montre. On regardera les chronos, les temps de tous les concurrents, de tous les animateurs de cette semaine de compétition. On fera un petit bilan du classement général, des différents classements annexes du côté de cette dernière étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortent demain, notamment Tour de Destination demain, parce qu'il me reste encore un match à regarder du côté du Tour de Destination. Comme s'il y avait 6 événements en même temps sur ce week-end, 6 événements dont je parle, donc c'est un petit peu compliqué. On parlera également du Tour des Alpes-Maritimes, et puis il y aura un petit bilan également du Tour d'Andalousie, demain. Donc un programme encore chargé lundi. Et mardi, normalement, je vais essayer de finir les présentations des équipes aussi. Là, il y a encore du boulot du côté des présentations des équipes. Il en reste 4. Notamment la Uno X. Donc la Uno X va être prioritaire. Mais ouais, j'ai envie de faire quand même les 3 autres aussi pour conclure ce chapitre présentation de saison qui aura duré bien plus longtemps que d'habitude parce qu'il y a eu le Dakar, parce qu'il y a eu du retard déjà qui avait été accumulé avant. Et le Vendée Globe, donc ça n'a pas été évident. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Et déjà, ceux qui n'ont pas fait un grand chrono, eh bien je pense notamment à tous les concurrents qui sont hors délai, notamment Santiago Meza, dont on a parlé cette semaine, le coureur de la FAPL, mais aussi Alexander Kamp, l'ancien coureur de la Tudor, également désormais chez Intermarché, et c'est en plus le seul coureur d'équipe World Tour qui est hors délai. D'autres coureurs ont abandonné comme Izagirre et n'ont pas pris le départ comme Deli, Guermeil qui eux se préparent pour le week-end d'ouverture en Belgique qui aura lieu à partir de samedi. Il y aura une vidéo un petit peu de présentation des enjeux du côté de ces classiques flandriennes. On commence par les derniers. Eh bien, on regarde, alors bien entendu, beaucoup d'équipes continentales portugaises. C'est pas une surprise. On travaille peu le contre-la-montre en continental et en conti pro, en pro team. C'est pas forcément l'exercice qu'on travaille le plus, donc forcément, dans ces équipes-là continentales, ça a été un petit peu plus difficile. Non, c'est assez. Il faut quand même le souligner. Artem Schmidt, le coureur américain, alors, il fait partie de cette génération. Au moment de Sheffield, ils se sont dit on va prendre des très très jeunes coureurs. C'est des mecs qui sont arrivés à 18-19 ans pour le moment, à part Sheffield qui est arrivé très jeune et Tarling. C'est pas exceptionnel leur rendement. Il y a aussi, il y en a d'autres qui ont cet âge-là chez Ineos. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et là, on voit aujourd'hui 6 minutes de perdu. C'est quand même énorme. Les délais aujourd'hui, ils étaient à 7,06. Voilà. Donc, ça fait quand même des écarts importants. Encore une fois, sur une épreuve de début de saison. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'année, je ne suis pas sûr que ça s'améliore pour lui. Bram Weltem, qui a été en difficulté pendant toute la semaine. Dainese, qu'on a plus souvent vu dans les mauvais coups que dans les bons coups, cette semaine aussi, le coureur italien. Et puis on va remonter tranquillement vers les coureurs qui jouaient véritablement le général Robin Froidevaux, assez loin, le Suisse de la Tudor, mais pas spécialiste du chrono notamment. On voit Casper Van Duden, qui est peut-être l'un des sprinteurs qui s'en est le mieux tiré, avec Jordi Meeus notamment. Geraint Thomas. Bon, comme je le dis toujours, Geraint Thomas, avant le mois de mars, il ne faut pas envisager grand-chose de la part de Geraint Thomas. Avant mi-mars, c'est toujours très compliqué pour le coureur britannique, surtout ces dernières années. Donc, c'est vraiment une course de reprise. En fait, Geraint Thomas, il marche comme on marchait il y a 15 ans. C'est-à-dire dans le cyclisme, il y a 15 ans, vous repreniez la saison tranquillement. Les courses de début de saison, grosso modo, un Cadel Evans, ça n'a jamais été très performant en début de saison. Par exemple, je donne toujours cet exemple-là, mais il y avait vraiment des coureurs qui reprenaient timidement
Voilà, et le cyclisme a quand même bien changé aujourd'hui. On s'aperçoit parce qu'un Geraint Thomas qui marche toujours dans ce type-là de saison, eh bien désormais se retrouve complètement largué parce qu'il démarre beaucoup plus tard et qui se prépare surtout différemment. Geraint Thomas, donc, juste devant Tivani, tiens, le coureur qui... est-ce qu'il a remporté le classement de la montagne au final, Tivani? Il faudra qu'on vérifie. Fretin, donc il confirme qu'il est en bonne forme, hein, avec ce contre-la-montre, où il s'en sort un peu mieux que les autres. Et on remonte. Quinton Hermans. Bon, Quinton Hermans, on l'a vu un petit peu cette semaine. Déjà, il était moins discret que d'habitude. C'est plus forcément un coureur qu'on voit aux avant-postes, hein. Ce qui est terrible pour lui, c'est que il a été très bon chez Intermarché lors de sa dernière saison dans l'équipe et son passage chez Alpecin a quand même été difficile. Alors il y a des résultats, il y a eu quelques résultats, il y a eu même des victoires, mais c'est vrai que par rapport au niveau auquel on pensait qu'il était en capacité d'aller après notamment cette troisième place sur Liège-Bastogne-Liège, mais même il y avait eu d'autres résultats après, hein, sa dernière saison chez Intermarché elle est vraiment bonne. C'est vrai qu'on se dit, ouais, ça fait partie des mecs qui ont fait une bonne saison et après derrière ça a été un peu plus compliqué pour eux. Donc ouais, petite déception du côté de Quinton Hermans. Artem Niche, bon lui il est russe, il a toujours couru dans beaucoup d'équipes continentales. Donc c'est plutôt un coureur qui a un bon niveau. Bourman, alors déjà, il fallait qu'il s'adapte à du nouveau matériel, hein. Bourman, aujourd'hui, il est passé sur les vélos Cofidis. Pour tout vous dire, j'ai pas trop regardé sa semaine de compétition, Bourman. J'ai plus regardé Dylan Tuns, Fretin, que Bourman. Ouais, discret hein, depuis le début de saison. Ouais, c'est pas exceptionnel. C'est loin d'être exceptionnel. Pour ce coureur-là qui est capable de faire quand même un peu mieux. Il sera sur le Tour de Catalogne, lui, ensuite. Normalement, il ne devrait pas trop courir d'ici la Catalogne. Mais ouais, c'est un début de saison calme par rapport à ce qu'il a fait, notamment certaines années à Palma de Majorque. Là, c'est beaucoup plus discret, et notamment par Nice aussi, hein, du côté de ce coureur qui a parfois fait des très gros débuts de saison. Bourman, comme Charman aussi, hein, Bourman qui essaye de se relancer chez Cofidis après une dernière année. Ouais, en fait, depuis 2020, c'est un peu compliqué. Alors, il a eu quelques résultats, notamment une 7ème place sur le Giro, mais derrière Daniel Felipe Martinez. Mais c'est vrai que voilà, il aimerait bien se relancer cette année à 32 ans, mais pour le moment, c'est pas exceptionnel. Ruben Fernandez, ancien coureur de la Cofidis, finit quand même 63e dans les coureurs du World Tour. Benjamin Thomas, c'était pas un parcours véritablement qui l'avantageait aujourd'hui, hein. Benjamin Thomas, c'est quand même trop pentu pour lui. Donc je pense pas qu'il l'ait fait à fond. Ce contre-la-montre, Rémi Rochas, c'est un petit gabarit. Le chrono, c'est quand même pas sa spécialité. La première partie n'a pas dû être facile pour lui, notamment, parce que c'est quand même pas un grand gabarit. Brio Roland, premier contre-la-montre en World Tour, dans l'équipe World Tour pour lui. Brio Roland, qui était dans la Conti Groupama, là aussi dans les équipes de développement, dans les jeunes catégories, c'est pas forcément le contre-la-montre la priorité des coureurs. Bon, je dirais que c'est pas dingue, c'est pas non plus une catastrophe non plus. Ça doit le faire quand même régresser du côté du classement des meilleurs jeunes, je pense. Alexis Guérin avec Enicolor, pas mal, pas très loin de Carlos Verona, devant un Tige Benoît, devant Ivo Oliveira, donc il peut être satisfait de sa performance du côté du Français, qui est désormais dans cette équipe portugaise, lui qui est passé par Bingol, qui est passé notamment par la Vorarlberg. Sepkus, c'est fou. Il y a 95% des chronos qui ne fait pas à fond, Sepkus. Donc c'est vrai que là, 2-0-3, je pense pas qu'il l'ait fait à fond. Bah, il finit quand même derrière Asgreen, derrière des mecs comme ça. Donc c'est terrible parce que c'est un coureur qui a des qualités, qui est pas si mauvais que ça sur le chrono.
C'est-à-dire que c'est un coureur qui sait bien se défendre. Je l'ai vu faire des bons chronos, Sepp Kuss. Le problème, c'est qu'il en fait un par an à fond, quoi. Alors, il le fait quand c'est un gros objectif. Ah, mais bon, ça serait bien d'en faire plus régulièrement à fond parce que comme ça, tu prends des repères. Et moi, j'ai jamais compris cette stratégie. Quand vous n'êtes pas bon sur le contre-la-montre, ok, mais de temps en temps, quand même, faut quand même en faire un à 100%. Ça permet de voir quel est votre état de forme. Et là, cette Kuss, soit il est vraiment en mauvaise condition physique, soit je dirais qu'il l'a vraiment pas fait à fond. Et c'est quand même dommage parce que là, c'est un chrono de début de saison. Tu peux faire une placette sans forcément être un génie de la discipline. Eulalia, premier chrono en World Tour, pour lui, il vient d'une équipe Conti portugaise, donc je suis pas sûr qu'il était habitué à utiliser le vélo de chrono, changement de matériel aussi, qui a fait une semaine, je dirais, intéressante du côté de la Bahreïn. On l'a vu notamment sur les premiers jours de course, donc pas mal Eulalia. Comme Asgreen, ouais, plutôt pas mal. Là aussi, Asgreen, c'est pas forcément un terrain évident aujourd'hui. Pour lui, je dirais que c'est plutôt intéressant. Il me semble plus en forme que les années précédentes. Hein, donc pour les classiques flandriennes, ça peut être un coureur très intéressant. Kelderman, une 48 aujourd'hui. Bon, il fait mieux que Sepp Kuss, mais c'est pour ça que je vous dis que Sepp Kuss n'a pas fait à fond. Hein. Après, je pense que Kelderman, lui, est pas en grande condition physique. Je pense que voilà, c'est pas le coureur qui est au top pour le moment, Wilco Kelderman. Donc, faudra voir sur la suite de la saison. Mais j'ai trouvé ce début d'année un petit peu timide pour lui. On poursuit avec Vergalito. Ouais, Vergalito, il vient de la Swift Academy. Alors, je suis assez surpris qu'il soit au-delà de la 30e place parce que Swift Academy, quand même, normalement, c'est presque un travail de contre-la-montre. C'est-à-dire, c'est du travail au seuil. En gros, hein, la Swift Academy, le travail que vous faites sur Swift, c'est du travail au seuil. C'est pas du travail forcément de sprint. C'est pas du travail comme ça, normalement, sur Swift. Donc, le fait qu'il soit pas performant sur le chrono, pour le moment, ça me fait penser que peut-être la position n'est pas bonne et qu'il y a un travail à faire sur sa position. Parce que normalement, c'est un coureur qui devrait être plus vite. Regardez Jevine, par exemple, qui vient de la Swift Academy. Chez les filles aussi, il y en a certaines qui ont fait la Swift Academy, elles sont performantes plutôt sur le chrono. Donc c'est vrai que c'est quand même le seul mec qui a fait la Swift Academy mais qui n'est pas bon sur le chrono. Alors soit il a une appréhension avec le vélo de chrono, c'est vrai que c'est pas le mec le plus doué avec un vélo, Vergalito, mais ça veut dire, je pense que la position n'est pas bonne. Alors je l'ai vu moi que dans la montée finale où lui il n'avait pas changé de vélo, il y a quasiment que de plus de toute manière et Romain Grégoire aurait peut-être changé de vélo, mais bon, la réalisation était aux fraises. J'ai envie de dire comme souvent sur les contre-la-montre, mais là aujourd'hui c'était quand même d'un bon niveau. Parce qu'on n'avait pas les temps intermédiaires, par exemple, même les meilleurs on les avait pas, donc là ils sont vraiment passés à côté du côté au niveau de la réalisation. Et Vergalito, ouais, c'est surprenant, voilà, qu'en faisant Zwift, il soit autant en difficulté sur le contre-la-montre. Voilà, ça me surprend toujours. Yanis Voisard, bon voilà, comme je vous disais, hein, Tudor. Alors déjà les vélos BMC étaient plutôt considérés comme des vélos lourds. Donc là sur une montée en bosse, pas forcément l'idéal. Et ensuite, c'est pas forcément un domaine de travail, je pense, pour Yanis Voisard, plus que ça. Un peu plus discret que l'an dernier hein, sur son début de saison. Alors l'an dernier, il avait été très bon sur le début de saison. Il a peut-être lui aussi essayé de décaler un petit peu ses pics de forme et d'arriver peut-être en étant un peu moins performant. Caruso, 31e. Bon, c'est plus du grand Caruso, hein, donc c'est pas une surprise, on va dire, de le voir loin. Je pense que Caruso, ça m'étonnerait pas qu'il annonce bientôt sa retraite, Caruso. Je sais pas quel âge il a, combien d'années de contrat encore il a, mais ouais, je me dis 37 ans. Je serais pas surpris qu'il fasse partie des coureurs qui annoncent leur retraite, lui. Parce que on voit que c'est quand même de plus en plus difficile pour lui. Stephen Kung, ouais, je pense qu'il a vu qu'il n'était pas dans le coup et bon voilà, il a lâché. Ouais, je pense qu'il a vu qu'il n'était pas dans le coup. Il finit quand même, si tu regardes, il finit à 15 secondes de Cavagna. Cavagna sur le vélo Vidier, je pense qu'il ne le maîtrise pas encore complètement. Non, je pense qu'il ne l'a pas fait à fond. Sur la fin, Stephen Kung, parce que voilà, il finit pas très loin de
au final de Julian. Il y a même Jan Christen qui fait un peu mieux que lui, alors que Jan Christen a vraiment explosé sur la fin. Donc je pense vraiment du côté de Stephen Kung, c'était pas la priorité aujourd'hui de faire une place sur le chrono. Morgado, je pense très clairement, c'est un domaine où il peut énormément progresser sur le contre-la-montre. Je pense qu'il a des bonnes qualités en plus, il est très puissant, il a du punch, je pense qu'il a des qualités pour faire des bons chronos. Morgado, après il faut avoir les qualités et puis il faut réussir à tout mettre en place, ce qui n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un coureur qui, sur le chrono, c'est peut-être là son seul point faible. C'est-à-dire quand on regarde Morgado, et qu'on se dit où sont les points faibles du côté de Morgado, le point faible, il est là sur le contre-la-montre, je pense. C'est un petit peu dommageable. Et puis Jan Christen, voilà, c'est surpris. Je pense que vraiment la pression du maillot jaune. Pression du maillot jaune, fatigue également, parce que tous les jours, alors certes, c'est pas le Tour de France, mais tous les jours, il y a de la presse. Il y a quand même pas mal de monde sur le Tour de l'Algarve au niveau presse cycliste déjà internationale, mais aussi au niveau presse portugaise, j'ai l'impression. Donc tous les soirs, tu rentres un petit peu plus tard, tu accumules un petit peu de fatigue. Là, tu savais que tu avais le feu aux fesses derrière avec Vingegaard notamment et d'autres concurrents. Donc je pense qu'il a explosé, mais c'est de la fatigue à la fois physique, mais aussi provoquée un peu par une récupération qui a été plus compliquée pour Jan Christen. Et le poids peut-être de ce maillot jaune. Herrada 25e, oui, pas si mal. Pour du Herrada, c'est pas si mal. Par exemple, il est pas loin de Julian, donc c'est pas si mal. Julien Alaphilippe 23, début de saison encourageant. C'est pas exceptionnel, mais c'est encourageant. Voilà, je pense que c'est le bon terme du côté de Julian. Déjà, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de casse. Je dirais que c'est plutôt pas mal pour Julian Alaphilippe et Pierre-Emile Cavagna. S'adapter à du nouveau matériel. L'an dernier, il a été tellement en difficulté avec le vélo de chrono où il n'arrivait pas à trouver sa position. Il était très mal positionné l'an dernier sur le vélo de chrono, qu'il faut qu'il retrouve des repères et je pense que ça va prendre beaucoup de temps du côté de Rémi Cavagna. Lascano, ouais, un peu surpris Lascano, parce que je me disais aujourd'hui, tiens, ça peut être un coureur qui peut faire top 10. Aujourd'hui, Lascano, et il finit 19e seulement, un petit peu loin, je trouve, en termes de temps. Comme Cataneo, je m'attendais à ce que ça soit des coureurs qui soient un peu meilleurs. Tu vois, Cataneo, Vacek, Arensman, là, ce petit groupe de 4 là, avec Lascano, c'était des coureurs que je m'attendais beaucoup mieux de ces coureurs-là. Aujourd'hui, et je me disais Vacek avec ses qualités sur le chrono il peut faire top 10 largement, voire top 5. Lascano top 10. Arensman, normalement on sait qu'il est très bon sur le chrono. Alors c'est pas le meilleur sur des arrivées punchy, donc là c'est vrai que c'était chrono et une arrivée punchy, mais quand même il a été plutôt pas trop mauvais Arensman sur la semaine, donc là assez surpris. Puis ouais, Cataneo, parce que il est souvent bon dans des chronos un peu vallonnés. Cataneo, c'est vraiment un exercice qui affectionne aussi l'italien. Donc voilà, c'est surpris par ce petit groupe de 4 là. Ganna, ouais, pas exceptionnel. Pas exceptionnel, Filippo Ganna. Après, est-ce qu'il l'a fait à fond? Je me dis sur la fin, pas sûr. Pas sûr du côté de Ganna. Je trouve que l'écart, par exemple, par rapport à un Cavagna est pas si énorme que ça sur un parcours de 20 bornes. Donc je pense que voilà, sur la fin, il a dû ralentir aussi. Goggenhardt, moyen. Il était capable de faire des très bons chronos, Goggenhardt. Je dirais qu'il est à faire des très bons chronos, mais pas face aux meilleurs dans cette discipline-là. Je pense qu'il y a des mecs qui ont quand même bien progressé. Je l'aurais peut-être vu une chouille plus haut en termes de place. Mais après, je me dis que les écarts, enfin tu vois, Söderqvist, il est un peu loin devant et un peu loin derrière Söderqvist, quoi. Il y a 13 secondes. Je l'aurais peut-être vu plutôt au niveau de Van Wilder, Goggenhardt. Je me dis un petit peu loin aujourd'hui. C'est pas ignoble, mais c'est pas exceptionnel. Roglic, il nous fait un début de saison comme l'an dernier, Roglic. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, l'an dernier, ça n'avait pas été exceptionnel. Il lui avait fallu quand même pas mal de jours de course dans les pattes pour commencer à avoir un minimum de rythme. Notamment, ça s'était joué au Pays Basque.
sur ce chrono de la première étape du Tour du Pays Basque où il avait été très bon. Donc je pense qu'il est un peu dans la même mentalité que l'an dernier, c'est-à-dire qu'il va monter en pression au fur et à mesure des courses. Mais je pense que sur ce début de saison, il ne faut pas l'attendre à un très haut niveau. Primoz Roglic, Max Pool, ouais, 11e. Bon, il est à sa place, non, c'est pas mauvais. Du côté de Max Pool, Soderquist, ça roule fort, Soderquist. Bah, moi, je m'attendais à ce que Vacek soit à la place de Soderquist. Donc, non, c'est du très très solide de la part du Suédois, qui a fait vraiment un très bon chrono. Non, très très intéressant. Van Wilder, à sa place. À sa place. Ouais, tu vois, il est dans les temps de plus. Non, il est bien, Van Wilder. À 8 secondes de Almeida, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du côté d'Ilan Van Wilder. De toute façon, cette année, il doit se montrer un peu, hein, Van Wilder. Il doit montrer qu'il est en capacité de faire des résultats sur des grands tours. Moi, je pense qu'il est en capacité de le faire. Parce que quand vous faites 13e ou 14e d'un Giro, alors que vous êtes que 3 dans l'équipe, voilà, c'est qu'il est en capacité de le faire. Très clairement, mais il doit le montrer, il doit le montrer notamment aux équipes de Quick-Step. Et là, l'avantage, c'est que le fait de ne pas avoir Remco Evenepoel, il n'a pas fait sous-fifre de Remco Evenepoel, il était leader de l'équipe. Après, à part ce contre-la-montre-là, sur la semaine, il a quand même été discret, Van Wilder. Lorenz de plus, bonne semaine. Donc lui, il a réussi à tenir, contrairement à Jan Creston. Le changement de vélo, je pense qu'il perd du temps sur le changement de vélo. Il n'était pas bien réalisé. J'ai l'impression qu'on a hésité, est-ce qu'on change ou on change pas le vélo, et qu'on a pris un peu la décision à la dernière minute au final, et que c'était pas la bonne idée. Poles, oui, à sa place pour moi. C'est Almeida que je trouve assez loin, parce que pour moi Almeida c'est meilleur que Charman. Donc je trouve qu'il est assez loin, final Almeida, sur ce chrono. Tu vois, il se prend quand même 16 secondes par Tiberi, 20 secondes par Van Aert. Alors on sait, hein, là c'est le Malao, ça reste court, c'est très punchy, mais par rapport à la forme qu'il tenait depuis le début de semaine, je trouve pas ça si exceptionnel que ça. Romain Grégoire, très bon chrono. Non, très bon chrono. Pour lui, c'est vraiment très bien. Il a fait une très bonne semaine, moi je trouve, Romain Grégoire. Il fait donc 4e. Il y avait encore un doute, hein, pour savoir s'il faisait 3 ou 4 du général. Mais de toute manière, faire top 5 sur cette course-là, c'est très très bien du côté de Romain Grégoire, qui a très bien géré le début l'étape numéro 2, notamment avec une montée un petit peu longue, mais qui a bien réussi à gérer. Là encore, un bon chrono aujourd'hui. On voit du progrès chez Romain Grégoire. Ça progresse du côté du coureur français, donc on va voir comment ça va tenir sur les prochaines courses. Mais c'est toujours marrant de voir que Lini Martinez, ses meilleurs résultats, il les a obtenus sur des courses d'un jour, alors que normalement il est plutôt spécialisé sur les courses par étapes, et qu'à l'inverse, Romain Grégoire, qui est plutôt spécialisé sur les courses d'un jour, a quand même obtenu des très bons résultats sur les courses par étapes. C'est toujours assez marrant de comparer les deux de ce côté-là. Tiberi, très gros chrono de la part de Tiberi, quand on regarde les écarts par rapport à Almeida, ou même par rapport à Van Wilder. Alors de base, Tiberi c'est un rouleur, hein, je le précise toujours. Chez Trek notamment, il était rouleur. Et c'est chez Bahreïn où il a décidé de devenir coureur polyvalent, coureur de grand tour. Mais c'est vrai que Tiberi, non, c'est un très bon chrono aujourd'hui. Il a été très fort. Il a repris beaucoup de temps sur la fin, Tiberi. C'est vraiment sur la montée où il reprend du temps. Donc il a très très bien géré la première partie. Donc bravo. Et puis après devant, Van Aert et Vingegaard. Van Aert qui me rassure par rapport à hier, vraiment. Très gros temps de référence pendant très longtemps. Il a fallu du grand Vingegaard aujourd'hui. Sur une montée peut-être un peu moins... un peu plus courte, ça l'aurait peut-être fait, même pour Van Aert aujourd'hui, pour gagner. Donc c'est rassurant. Et puis Vingegaard, difficile à analyser quand même cette semaine de compétition du côté de Vingegaard. Certes, il remporte le contre-la-montre, mais en même temps, il a été décevant sur l'étape numéro 2. Son accélération qui fait pas vraiment de dégâts à ce moment-là. Donc il y a... Ouais, certes, le chrono est pas mauvais. Lui, il nous a dit à plusieurs reprises, moi, mes objectifs, ils sont plus lointains. C'est plutôt en mars que je veux être un minimum performant. Et en gros, je m'en tape d'être performant là. Après, il faut rappeler qu'il y a une année sur Paris-Nice, il n'avait pas été bon et ça ne l'avait pas empêché d'être performant sur le Tour de France. Pogacar l'avait dominé avec David Gaudu et pourtant après derrière il avait remporté le Tour de France. Donc
Ouais, je dis... Voilà, je sais pas trop quoi dire sur cette semaine. Elle m'intrigue, voilà, cette semaine de reprise du côté de Jonas Vingegaard. Allez, on regarde tout de suite le classement général pour finir. Vingegaard, donc, vainqueur, devant Almeida 2+, et donc Romain Grégoire, hein, parce qu'on avait des gros problèmes avec les informations, où il y avait plus que 10 secondes, qu'une petite seconde entre les deux. Sharman, Poles, Van Wilder, Roglic, Goggenhardt et Jan Christen, donc il fait que 10e du général. Petite déception, et donc du côté des UAE, eh bien, c'est Almeida, et on aurait peut-être dû laisser la victoire à Almeida, parce que ça aurait fait 4 secondes de bonif en plus. Ouais, ça aurait peut-être pu être plus intelligent du côté d'Almeida. L'écart aurait été une chose moins important. Après, il n'aurait pas gagné de position, mais il n'a peut-être pas misé sur le bon cheval au final sur cette semaine. Vergalito 15, bah, le chrono lui coûte cher également. Dylan Tuns qui marque quelques points pour Cofidis sur cette semaine de compétition. Du côté du maillot vert, hop là, faut peut-être que je fasse. Voilà, j'avais pas encore tout mis, donc je vérifie, les chronos étaient bien le bon. Du côté du classement du maillot vert, donc Jordi Meeus devant Fretin, Van Aert et Vingegaard qui complètent ce top 5 avec Ghana. Classement de la montagne, c'est Tivani, donc qui garde le maillot face à Almeida, Jacobs, Jan Christen et Van Moer. Le maillot blanc, Romain Grégoire donc, qui s'impose devant Jan Christen, Morgado, Max Poul et Brio Roland. C'est bien devant les deux coureurs de la UAE, c'est même très très bien. Et devant Max Poul aussi, on sait que c'est un coureur très fort, donc très solide semaine de Romain Grégoire, le classement par équipe. Eh bien, UAE, vainqueur devant Lidl Trek, Tudor, EF, Cofidis, qui complète ce top 5. Pas une mauvaise semaine au final du côté de la Cofidis, une victoire d'étape, un Dylan Tuns dans le top 15. Je dirais que c'est une semaine tout à fait correcte du côté de cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous, on se retrouve demain en Malaisie. Il y a également l'UAE Tour. Je ne sais pas si c'est déjà en ligne ou ça sera en ligne un petit peu plus tard. Et puis, il y aura également Grande Camino la semaine prochaine. Je pense qu'on fera le débrief de cette épreuve et surtout le début des classiques flandriennes. Et ça, c'est ça qui va nous tenir un petit peu en haleine, avec aussi Ardèche Drôme Classique la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que Grand Camino, je ne sais pas trop encore si je vais le faire au complet. Voilà, on verra comment on se débrouillera du côté de Grand Camino, du côté de cette épreuve en Espagne, parce qu'il n'y a pas forcément une liste de départ toujours dingue. Voilà, l'an dernier on l'avait fait, est-ce que cette année je referai Grand Camino? Je ne sais pas, du côté de la chaîne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.